entre nous qui crûmes et vous qui doutâtes, lesquels ont eu raison concernant le Niger, sorti d'embargo et en lutte contre un terrorisme pernicieux, Tiani déploie ses batteries de mesures sociales en vue de relancer le pouvoir d'achat des Nigériens. Carburant, ciment, soins de santé, les prix tombent un à un au grand bonheur des consommateurs nigériens. Comment expliquer cette embellie économique dans une conjoncture internationale plutôt défavorable? Et quels sont les grands renseignements à tirer de cette épopée nigérienne? 90 minutes pour en débattre avec au plateau cette semaine. Watewede Honibo. Bonjour, monsieur Honibo. Bonjour, monsieur Gilles. Bonjour à nos téléspectateurs. Bonjour à tous les Africains qui nous suivent d'un peu partout dans le monde. Vous êtes activiste politique, écrivain, essayiste. En votre compagnie, l'homme qui va bouger aujourd'hui, son excellence n'est pas avec nous, Luc Abaki. Bonjour. Bonjour Gilles, bonjour à tous nos fidèles téléspectateurs. C'est un plaisir d'être là. J'espère pouvoir être dans les costumes de monsieur l'ambassadeur aujourd'hui. Vous l'avez déjà porté. Et très bien, vous êtes journaliste, analyste politique, écrivain également. Tiani surprend tout le monde. Vous êtes convié à cette émission si vous nous suivez ce dimanche à midi, le jour du jubilé de l'emblématique capitaine togolais Emmanuel Cheyi Adebayor. Vous êtes en direct avec nous. Vous êtes d'ailleurs invité au stade. Tout à l'heure, c'est gratuit. Selon la légende togolaise, Emmanuel Adebayor, le chef de l'État togolais, a rendu l'entrée du stade gratuite pour tout le monde. Donc tout à l'heure, à partir de 15h au stade de Kégué, vous êtes conviés pour le jubilé de la légende africaine Emmanuel Adebayor. Et puis, en attendant, participer à cette émission en envoyant vos contributions via WhatsApp. Je rappelle le contact plus 228 96 08 43 43. Dites-nous ce que vous pensez des prix que le général Tiani est en train de casser au Niger sur le ciment, le carburant et les prestations, les soins de santé. Si c'est indifféré que vous nous recevez sur notre chaîne officielle YouTube, New World TV officiel, c'est le moment de soutenir cette émission avec votre pouce, un geste simple pour protéger cette émission. Et puis, abonnez-vous à notre chaîne si ce n'est pas encore fait pour recevoir des notifications lorsque nous avons de nouvelles vidéos. Commentez abondamment cette émission est partagée New World Forum pour porter la voix de l'Afrique qui se développe, la voix de l'Afrique qui relance la consommation. Retour au plateau, chers invités, le gouvernement nigérien, vous êtes sans doute au courant, le gouvernement de transition prend des mesures sociales historiques, des mesures très fortes, baisse des prix du carburant, du ciment et des soins de santé. Qui l'eût cru, j'ai envie de dire, venant du pays dit le plus pauvre au monde, en lutte contre un terrorisme impérialiste, récemment sous embargo total, Watewede Honibo, qui l'eût cru? Personne ne l'avait cru en réalité. Personne ne l'avait cru. Mais je pense que pour comprendre en réalité la situation économique, politique, économique et sociale dans laquelle se retrouve aujourd'hui le Niger sous le général Tiani, c'est qu'il faut, selon moi, revenir un peu en arrière. Revenir par exemple vers les années 1960, au lendemain, je pense, de ce qu'on a appelé les indépendances, de ce qui nous a été imposé dans ce cadre-là, la coopération de 58 avec tout ce qui s'ensuit, et qui a fait que, en plus des programmes d'ajustement structurel qui sont survenus, je pense, dans les années 1982, c'est que on a empêché nos États d'avoir le contrôle sur leur souveraineté. Les États africains n'avaient pas le contrôle de leur souveraineté et par conséquent n'avaient pratiquement pas de grandes décisions à prendre en termes économiques, en termes financiers, dans presque tous les domaines. Et donc ça fait que, par exemple, lors des programmes d'ajustement structurel, on demandait à nos États de suspendre l'aide
que l'État devrait apporter aux paysans, l'aide que l'État devrait apporter aux agriculteurs pour que l'agriculture puisse bien marcher, l'élevage puisse bien marcher. On a demandé brutalement, les institutions de Bretton Woods, le FMI, la Banque mondiale, elles du moins demandaient à ce que nos États puissent abandonner les politiques sociales, comment vous appelez ça, les politiques sociales, qu'on interdise carrément les subventions aux acteurs qui en réalité sont la base de la chaîne économique, c'est-à-dire les paysans, les agriculteurs, les petites entreprises et autres. Et donc ça fait que nos États étaient obligés en réalité de financer, quand ils prenaient les dettes, étaient obligés de financer que les déficits, les déficits budgétaires, étaient obligés de financer que les dépenses publiques. Au moment où toutes les grandes nations, en tout cas comme on dit aujourd'hui, sont très endettées, prenaient ces moyens, ces fonds pour investir dans les domaines productifs, on a contraint nos États à prendre ces fonds et à les injecter dans les domaines qui ne sont pas forcément productifs dans un temps donné. Et par exemple, nos États sont contraints d'aller prendre les fonds du FMI, de la Banque mondiale, et les injectent par exemple dans la construction de routes. Et vous savez très bien que quand on ne dit pas que les routes ne sont pas bonnes, les routes font partie de ce processus de développement. Mais quand vous prenez de l'argent prêté, pas qu'on vous donne, vous prenez de l'argent prêté, vous les injectez dans la construction d'édifices publics, de routes qui ne sont pas systématiquement productifs, c'est que à un moment donné, vous tombez dans la récession. Et je pense que c'est ce qui est arrivé à tous nos États jusqu'à l'heure actuelle. Et quand le président Tchani vient au Niger, et qui vient à la tête du pouvoir au Niger, et qui reprend, comment on appelle, la souveraineté de l'État, qui dit non, aujourd'hui, c'est nous qui dictons la donne économique, au-delà de la conjoncture internationale, c'est nous qui dictons la donne économique dans notre pays, c'est nous qui, à partir de l'acquisition, à partir aujourd'hui de la nationalisation de certaines ressources du pays, nous avons aujourd'hui les possibilités, les moyens nécessaires de faire de la justice sociale, parce que on le dit souvent, ou on ne le dit pas souvent assez, le panafricanisme, l'un des piliers fondamentaux en réalité du panafricanisme, c'est la justice sociale. Et qui parle de justice sociale parle de la répartition en réalité de la richesse nationale. Et je pense que ce qui se passe en réalité actuellement au Niger, c'est une forme de répartition de la richesse nationale. Donc pour vous, ce sont les institutions de Bretton Woods qui empêchaient la répartition de ces revenus. Mais la conséquence du néolibéralisme qu'on nous a, comment on appelle, qui a été adopté comme en réalité la doctrine économique de l'État, c'était tout simplement que il fallait ouvrir nos économies à ceux qu'ils appellent les investisseurs étrangers, ceux que j'appelle en réalité des destructeurs d'économie. Et c'est que vous ouvrez vos économies à ces gens-là, et tous les mécanismes avaient été déployés pour empêcher les petites et moyennes entreprises africaines de prospérer. Et donc c'est que, mais attends, vous donnez juste les moyens à ceux qui viennent d'ailleurs de prendre en otage votre économie. Vous privatisez toutes les ressources de l'État, c'est-à-dire vous privatisez les entreprises de l'État. Si on privatise les entreprises de l'État, on avait, je pense, parlé de ça une fois dans cette émission, mais l'État n'a plus la possibilité de mobiliser les fonds nécessaires pour, pour venir au secours de ces populations. Oui, mais la gestion de ces sociétés d'État, ça a laissé à désirer également. Bon, peut-être ce sont des éléments sur lesquels on va revenir, le temps de passer la parole à Luc Abaki. Êtes-vous étonné par ces mesures annoncées par le gouvernement nigérien, vous également? Pour dire vrai, non. Je ne suis pas du tout étonné parce qu'en fait, je pense que nous faisons partie de ceux qui ont d'abord cru en la capacité et en l'intelligence des pays, des dirigeants des pays du Sahel. Vous savez, lorsqu'Assimi Goïta était venu en 2021 au Mali, il y a eu un tollé, on a parlé de coup d'État, on a dit non, les militaires doivent rester dans les casernes, etc., qui n'ont pas la main nécessaire pour gouverner de façon efficiente les États. Ensuite, on a vu Ibrahim Traoré qui est arrivé, on est en train de voir ce qu'il est en train de faire au Burkina Faso en termes d'investissement, en termes de restructuration de l'appareil de l'État, en termes d'optimisation des ressources du pays. Voyez. Et donc, si aujourd'hui le général Tchani, après un an de gouvernance, se rend compte qu'il a les moyens de casser des prix pratiquement à moitié près, ça veut dire qu'il ne fait que confirmer en réalité la présomption positive que nous avons toujours eue sur ces dirigeants nouveaux qui ont imprimé un nouveau leadership, qui font preuve de vision et qui sont attachés
au besoin d'épanouir leur peuple. Ceci n'est pas une magie. On a toujours cru en la capacité de nos pays à se développer par eux-mêmes. Mais en réalité, la gouvernance, je vais peut-être m'appuyer sur un certain nombre d'éléments déjà évoqués par mon interlocuteur, liés aux éléments embrigadants qui ont été mis dès le début de la décolonisation, c'est-à-dire des indépendances dans les années 1960. Il y a des formes de guérites qui ont été mises par les colons d'hier, empêchant nos États d'avoir l'horizon nécessaire, la marge qui leur permette d'avoir la même mise sur nos leviers économiques et donc de pouvoir maîtriser l'appareil de l'État et de gouverner comme il se doit. Ça, c'est vrai, c'est une raison. Mais entre autres aussi, l'autre faiblesse, c'est que nos dirigeants ne sont pas suffisamment visionnaires. Ils ne sont pas épris du besoin d'épanouir la population et de faire en sorte donc à mettre en place les mécanismes permettant d'optimiser les ressources de l'État et de les investir ou du moins de les répartir de façon juste. Vous voyez? Donc c'est un modèle de gouvernance qui est en train de nous inspirer, ce qui est en train de se faire dans les pays du Sahel, notamment au Niger. C'est assez surprenant pour beaucoup parce qu'on est habitué à une certaine culture de médiocrité et à ces théories qui nous font croire que nous sommes des pays pauvres et que nous n'avons pas suffisamment de ressources sans l'appui de la Banque mondiale, sans l'appui du FMI, sans l'appui des bailleurs internationaux, on ne peut pas émerger. Voilà des pays qui ont été embrigadés à tout point de vue, qui subissent d'embargo, qui sont enclavés, qui n'ont aucun avantage naturel particulier, mais qui aujourd'hui commencent à faire des prouesses en termes de mobilisation des ressources et en termes de gestion justement de ces ressources-là. Je rappelle à chaque fois ici que la première richesse d'un pays, ce sont ses ressources humaines. Plus vous investissez justement sur l'être humain, mieux vous pouvez attendre un rendement parce que c'est l'homme qui anime la dynamique de l'évolution, c'est l'homme qui crée l'économie, c'est lui qui la développe, etc., etc. Et je pense que le général Tchiani n'est qu'à ses débuts. On risque là d'être encore plus surpris, agréablement, par les résultats auxquels les pays du Sahel vont parvenir. Nous avons toujours dit que ce type de leadership, c'est ce dont nous avons besoin en Afrique pour commencer à espérer renverser la situation et faire en sorte que demain, la voix de l'Afrique puisse compter. On ne peut que les encourager et espérer qu'ils vont rester constants, persévérants, toujours lucides et intègres, de sorte qu'ils puissent capitaliser et multiplier à chaque fois les résultats qui vont nous séduire et qui vont justifier cette position légitime que nous avons prise de les soutenir à chaque fois. Il y a beaucoup de Nigériens sur cette émission, le forum sur New World Info. Mais c'est l'occasion de nous dire si cette annonce se répercute directement sur le terrain. Est-ce que déjà vous constatez cette baisse des prix? Apportez-nous vos témoignages. Watoure Ounibou, vous évoquiez tantôt donc la souveraineté du Niger, donc la même mise sur l'appareil de l'État par les fils du Niger. Mais on ne doit pas exclure également la nouvelle donne dans le giron économique, c'est-à-dire la production du pétrole, même si d'ailleurs cette production est entravée par les manœuvres du voisinage. Est-ce que cela suffit aussi, les ressources du pétrole, pour comprendre cette prouesse? Je ne pense pas trop dans la mesure, mais les autres aussi, les anciens dirigeants avaient, comment on appelle, quand même les ressources qui leur provenaient du pétrole. Qu'on ne le veuille pas, ils avaient quand même une manne nécessaire qui devrait leur permettre de faire ce qu'aujourd'hui le général Tchiani avec les membres du CNSP sont en train de faire. Mais ils l'ont pratiquement fait. Et en fait, c'était, comme le disait Lenny tout à l'heure, c'était une question de volonté politique de un, mais de deux, je pense fondamentalement que ce qui nous est arrivé, comment on appelle, dans les années 60, passant par les années 82, avec les ajustements structurels jusqu'à l'heure actuelle, c'est que on a empêché nos États d'avoir la souveraineté, d'avoir réellement le contrôle de l'appareil d'État. Ils n'avaient pas le contrôle de... les actions économiques ou les mesures économiques étaient dictées par l'extérieur, fondamentalement. Mais, sans vous couper, mais certains pays ont expérimenté la rupture avec les institutions du Bretton Woods. Cela n'a pas pourtant pas relevé le niveau économique de ces pays. Je vous donne l'exemple de Robert Mugabe au Zimbabwe. C'est ça que je dis. Au fait, c'est que au
au-delà de la volonté politique qui anime les chefs d'État de la sous-région de l'AES aujourd'hui, précisément dans le cas d'espèce du général Tiani, au-delà de cette volonté politique de faire de la justice sociale, parce que comme je le dis, on ne peut pas espérer faire du panafricanisme, on ne peut pas espérer donner le pouvoir aux masses populaires sans de la justice sociale. Parce que ce sont eux, les populations à la base, qui devraient être bénéficiaires fondamentalement de l'État et non des structures étrangères et non, que les politiciens. Et donc, il y a cette volonté politique, mais pas que. Moi, je ne pense pas que ce n'est qu'une simple volonté politique. La volonté politique y est. Mais au-delà de cette volonté politique de faire de la justice sociale, c'est que les dirigeants nigériens ont compris la nécessité d'avoir maintenant le contrôle sur tout le système économique du pays. Quand vous parlez du pétrole, le pétrole nigérien, comme je l'ai dit tout à l'heure, les autres dirigeants aussi avaient les mêmes ressources, avaient les mêmes ressources, mais ils n'ont pas pratiquement fait cette répartition juste dont on parle. Ils n'ont pratiquement pas fait ça. Ils se sont contentés à aller payer sûrement les maisons en Occident, en France, un peu partout. Ils se sont contentés à prendre le peu de ressources qui revenaient à l'État pour payer les déficits liés à la dette dans laquelle était plongé le Niger et qui faisait même qu'on appelait le Niger le pays le plus pauvre du monde. Je pense que le Niger était toujours qualifié de pays le plus pauvre du monde, ou l'avant-dernier pays le plus pauvre. Or, en réalité, ce sont des mécanismes économiques qui ont fait que le Niger a été appauvri. Le Niger n'a jamais été pauvre. Aucun pays africain de la zone sahélienne n'est pauvre. C'est des pays profondément appauvris par des mécanismes. Et donc, je pense que les ressources issues du pétrole contribuent largement à ce qui se passe. Mais si ces ressources contribuent à ce qui se passe aujourd'hui en termes de justice sociale, c'est parce que quelque part des dirigeants ont eu la volonté, ont compris que c'était des forces en réalité qui les empêchaient d'avoir ces fonds nécessaires tranquilles pour faire ce qu'ils ont à faire. Je le pense profondément. Luc Kabaki, oui. Le général Tiani gère-t-il mieux les ressources du Niger? On a eu l'exemple des lingots d'or qui ont été saisis à Addis Abeba, dont on ne connaissait pas les origines, on ne sait comment ces lingots se sont retrouvés là. La lutte contre la corruption, elle est plus accrue maintenant. Ça veut dire que ils ont fait les efforts pour que les réserves, les ressources de l'État restent dans les caisses de l'État nigérien. Oui, c'est une question de vision politique. Il a parlé de volonté politique. Mais il y a aussi ce qu'on appelle la capacité. Vous savez, tout le monde est volontaire. Hein, quand vous entendez beaucoup de nos dirigeants dans la rhétorique, ils sont très bons. En réalité, lorsqu'ils parlent, ils sont de bonne foi. Mais dans la pratique, lorsque vous n'êtes pas suffisamment structuré, lorsque vous traînez certaines carences professionnelles, d'ordre moral, etc., vous n'avez plus l'énergie nécessaire pour implémenter cette volonté-là que vous avez. Vous savez? Donc, les dirigeants nigériens, tout comme ceux du Mali, du Burkina Faso, ont compris qu'ils sont en face des défis majeurs. Ils ne peuvent rentrer dans l'histoire, malgré tout ce qu'il y a qui les embrigade aujourd'hui, que si ils marquent la différence sur le plan pratique dans la gestion des affaires de l'État. Est-ce que vous vous êtes rendu compte qu'en général, les ressources minières, le pétrole, l'uranium, etc., sont en fait les principales causes des guerres et des conflits dans le pays? Prenez le Tchad qui a découvert l'or et qui a commencé à exploiter ça depuis 2004, je pense. Ils avaient, dans la vision, prévu une cagnotte pour justement essayer de faire de l'économie et donc investir dans le meilleur devenir de la jeunesse. Mais cette caisse a été cassée à eux. Et le Tchad aujourd'hui paraît même plus pauvre qu'il l'avait été avant qu'on ne commence à exploiter justement le pétrole. Pourquoi? Parce que justement, en réalité, la richesse, ce n'est pas d'abord la ressource. La richesse, elle se définit dans l'esprit. C'est l'état d'esprit même du dirigeant qui permet d'implémenter dans l'esprit des citoyens la vision ou la conduite, le mode de pensée à développer, de sorte que vous puissiez croire en vous d'abord, en vue d'avoir l'expertise qui permet d'optimiser les ressources dont vous disposez. Voyez, le Niger aujourd'hui, c'est sûr que l'équipe dirigeante actuelle a compris qu'il faut capitaliser le potentiel existant. Ils n'ont pas d'autre choix parce qu'ils ne peuvent pas compter justement sur des partenaires extérieurs. Et donc, ils sont obligés, si vous voulez,
de déployer leur énergie du désespoir et de montrer qu'en fait, ils ne sont plus prêts à vivre par procuration, mais ils peuvent justement assumer leurs paroles, leurs visions, leurs actes, parce que c'est par là qu'ils vont rentrer dans l'histoire. Donc, les actes qui sont en train d'être posés dans ces pays du Sahel, et en l'occurrence au Niger, nous montrent évidemment que tout est possible en Afrique. Mais il y a quand même des modèles de développement qui devraient inspirer nos dirigeants depuis là. Tous les pays qui ont réussi le pari du développement et de l'épanouissement de leur population se sont d'abord focalisés sur leur potentiel endogène, avant de compter sur des apports extérieurs qui ne peuvent qu'être des compléments. Mais si les dirigeants ne sont pas intègres, s'ils ne sont pas attachés à la personne humaine elle-même, c'est-à-dire au besoin de travailler pour que les citoyens, au nom de qui ils sont appelés dirigeants, pour que ceux-là puissent s'épanouir et contribuer à la création de la richesse nationale, ils ne pourront absolument rien. On a développé un tel complexe que d'abord, nos dirigeants pensent qu'ils sont en deçà de ce qu'on peut appeler dirigeant au plan international. Et donc, lorsqu'ils sont en face de quelqu'un comme Biden ou Macron ou quelqu'un, ils pensent qu'ils doivent aller quémander tout simplement. Voilà pourquoi, très souvent, on a été habitué à aller demander de l'aide, de l'assistance, etc., etc. Alors que, voilà, aujourd'hui, les pays du Sahel, très enclavés, qui n'ont aucun avantage, ils n'ont pas de littoral, etc., mobilisent plus de ressources, commencent à investir et à créer de l'industrie, etc., etc. Mais ça veut dire que, en réalité, l'échec patent auquel nos États font face aujourd'hui est de la responsabilité presque entière de nos dirigeants qui ont fait preuve de cécité intellectuelle, qui ont fait preuve de médiocrité et d'inefficacité dans les choix politiques. Donc, alors, le premier dirigeant Tchani, tout comme Assimi Goïta ou Traoré au Burkina Faso, combien de fois vous les voyez voltiger de gauche à droite, de sommet en sommet? Combien de fois vous les voyez dans la rhétorique, dans des promesses, etc. Ils agissent en homme de pensée et pensent en homme d'action. Voilà ce que nous attendons de nos dirigeants. Tiani ferme la bouche à ses détracteurs, pour reprendre les propos de la dame de Soti, Nathalie Yambe, dans une de ses chroniques. Mais à cette allure, est-ce que le Mali, le Niger, est parti pour battre tous les records? Parce que je peux ajouter que les contrats de l'uranium ont été comment on va dire, dénoués, tous, et puis le Niger est en train de les reconsidérer. Ça veut dire que les ressources de cette manne ne commencent pas pour le moment à alimenter les caisses de l'État. Ça veut dire que demain sera encore meilleur au Niger. Ça sera meilleur, ouais, parce que franchement, ça sera encore meilleur les temps venus. Parce que je pense que c'était à peine il y a cela un mois que le Niger a repris, je pense, à nationaliser les mines d'or, les mines d'uranium. Et donc, il faut espérer du Niger, il faut espérer des États de l'AES, du Burkina Faso, du Mali, du Niger, il faut espérer de ces pays qui ont compris, comme je le dis, je l'insiste, la nécessité de reprendre en main les leviers économiques, les leviers politiques et même diplomatiques de leur pays et dépendre plus de l'extérieur. Et moi, si vous me le permettez, j'allais vous faire un parallèle pour en réalité nous faire comprendre davantage que les problèmes, comme l'a dit Lenné tout à l'heure, c'est les dirigeants, il y en a qui ont la volonté politique en réalité de faire certaines choses, mais qui sont liées à beaucoup de choses les empêchent en réalité de faire ce qu'ils ont à faire, d'être là pour la population. Vous savez, quand vous prenez par exemple, je donne un exemple terre à terre, je prends le cas du Bénin, le pays dont je suis originaire, parce qu'on dit on ne peut pas nettoyer la devanture du voisin sans nettoyer, comment on appelle ça, sa propre devanture. Quand vous prenez par exemple un pays comme le Bénin, on vous dit, on a construit des routes ici, on a construit des statues, on a fait ci, on a fait ça. Tout ça est bon, parce que ça fait partie, comment on appelle, comme je l'ai dit tout à l'heure, de ce processus de développement. Quand vous voyagez un peu partout dans le monde, vous voyez des grands édifices, vous-même, vous êtes tellement en joie, vous dites, ah ouais, les gens se sont développés, parce que on nourrit vos yeux, vos yeux, vous avez aperçu quelque chose qui vous flatte, et vous vous dites, là, ces gens-là se sont développés. Mais le truc est que, quand vous prenez, je le dis, je l'insiste, quand vous prenez des fonds issus des prêts et que vous les investissez dans des domaines
je le dis, je le répète, qui ne sont pas productifs. C'est que vous créez de la récession économique. Oui, mais est-ce que ces domaines ne sont pas productifs à long terme? Quand vous citez le cas des statues à Godje, Bioguera, etc., cela draine des touristes. Des touristes. Et donc ça alimente l'économie, qu'on ne veuille pas. L'économie. Ça fait que les hôtels puissent prospérer, machin. Ça, on n'en disconvient pas. Mais les hôtels, ce ne sont pas les populations, s'il vous plaît. Les hôtels vont payer peut-être des impôts, vont payer ici, vont payer ça. Mais directement, ce que j'explique... Les hôtels sont nourris par les cultivateurs qui apportent ce que j'explique les tomates, les oignons. Ce que j'explique en réalité, c'est que quand vous prenez... C'est un peu comme si vous prenez de l'argent. Vous allez emprunter de l'argent chez l'aîné, vous êtes allé payer des costumes, des chemises, tout frais, et parce que vous estimez que il faut être tout frais pour aller draguer une femme. Mais attends, tu vas trouver l'argent où après pour aller rembourser cet argent que tu es allé prendre, comment on appelle, chez l'aîné. Tu ne peux pas trouver comment on appelle cet argent. Et donc ce que j'explique, c'est que nos États, jusqu'à l'heure actuelle, le Bénin, un exemple terre à terre, même la Côte d'Ivoire, parce que c'est les deux pays qui montrent aujourd'hui dans la sous-région que ce sont les infrastructures qui symbolisent en réalité le développement ou qui sont en réalité le summum du développement. Moi, je pense que non. Vous prenez l'argent issu des prêts, vous devrez les investir dans les industries. Vous prenez l'argent issu, comment on appelle les fonds issus des prêts, vous devrez les investir dans les secteurs les plus productifs sur 2 ans, sur 5 ans, sur 10 ans, des secteurs dans lesquels on peut avoir la manne nécessaire nous permettant d'avoir des retours, nous permettant toujours d'aller rembourser ce que nous avons pris ailleurs et de rembourser les comment vous appelez ça, le service de la dette. Le service de la dette. Mais nous ne le faisons pas. Nous prenons tout cet argent et nous investissons dans ces domaines qui ne sont pas forcément productifs. Je ne dis pas de ne pas construire, mais je pense que si on doit construire des routes, ça devrait venir par exemple, comme le font, je pense, le Niger, parce qu'ils ont créé, et c'est pour ça même que j'avais fait cette fiche, ils ont créé une société qui allait produire beaucoup de fer, leur permettant de construire pas mal de routes les temps à venir. Et donc c'est que, par exemple, les ressources qui viennent de nos, comment on appelle, de nos réserves de mines, de nos réserves d'or, peuvent être orientées par exemple à la construction de ces édifices, de ces infrastructures qui ne sont pas systématiquement productifs, et que l'argent qui est issu, en fait c'est ce que j'explique, et que l'argent qui est issu des prêts soit orienté dans les secteurs qui vont nous rapporter, comment on appelle, assez d'argent nous permettant de faire de la justice sociale. Et donc c'est que aujourd'hui, si nous devrions prospérer réellement, je parle des populations, je ne parle pas que de nos politiciens ou de quelques hommes d'affaires véreux, non. Si réellement les populations doivent avoir un pouvoir d'achat conséquent, c'est que nos États doivent avoir le contrôle de leurs ressources, de un et de deux. Ils doivent comprendre, les dirigeants doivent comprendre la nécessité de ne plus prendre des prêts pour investir dans des domaines qui ne sont pas productifs. Vous imaginez qu'on prend de l'argent pour financer, comment on appelle, pour rembourser de la dette. J'ai vu ça encore il y a cela à peine 3 semaines au Bénin. On est allé prendre de l'argent auprès des institutions de Bretton Woods pour financer le remboursement, comment on appelle, de la dette. On ne peut pas se développer dans ce cadre-là. C'est du jonglage. On ne peut pas se développer. Peut-être les données économiques de certains pays de la sous-région vous donnent raison, où on évoque un niveau de dette abyssal. Ce qu'il faut comprendre en fait, c'est que le dirigeant, il faut le prendre comme un père de famille. Vous avez votre épouse, vous avez des enfants, vous avez une responsabilité vis-à-vis de cette famille-là. Les enfants, ce sont eux qui vont cultiver pour créer la richesse. Lorsqu'ils créent la richesse, vous, le papa, vous êtes chargé de répartir cela, de faire en sorte que ces enfants-là puissent aller à l'école, puissent jouir d'une bonne santé, puissent bien manger. Plus ils mangent bien, mieux ils sont éduqués et ils ont une bonne santé, ils sont rentables et ils peuvent encore produire plus. Voilà le mécanisme tout simple. Nos dirigeants malheureusement ne comprennent pas leurs responsabilités vis-à-vis de la population qui en réalité détient le pouvoir qui leur a été confié. Voyez. Donc en vérité, ce que le général Tchani est en train de faire, il a bien compris qu'il a besoin des citoyens qui soient à l'abri de la santé, qui puissent avoir une très bonne santé, qui puissent manger, avoir la pitance nécessaire et donc l'énergie, avoir échappé aux besoins de la survie, et puis donc commencer à bénéficier des revenus qui leur permettent d'investir directement dans des activités productives, comme le dit notre ami. Ce sont les citoyens qui créent la richesse de l'État. Quel que soit le niveau d'engagement du pays pour investir dans tel ou tel domaine, ce sont les citoyens qui vont faire fructifier cela. Si vous n'avez pas de citoyens conscients, responsables et
dynamiques, intègres, qui travaillent dans des sociétés d'État, ces sociétés-là vont collapser tout simplement parce qu'il n'y a pas une conscience nationale autour des valeurs. Vous voyez? Donc, lorsque le dirigeant se montre exemplaire, il est profondément humain, il tient un très bon discours et il se montre disponible pour construire la vie de chaque citoyen se sent concerné par ce qui se fait au sommet de l'État et il assume également sa responsabilité à l'échelle de sa capacité, de sorte que la contribution de chaque citoyen finisse par produire une richesse nationale. Ce que les dirigeants nigériens sont en train de faire là permet alors de créer une conscience nationale autour du besoin de créer la richesse nationale. Vous voyez, les citoyens étant contents de leur président, de leurs dirigeants, tout ce qui va leur demander en termes de contribution pour créer la richesse, pour produire, tout le monde se sent concerné et les gens vont s'engager. Mais lorsque vous produisez de la richesse, on vous dit que vous avez de l'or, vous avez du phosphate, vous avez de l'uranium, et vous voyez les étrangers qui produisent cela, vous-même qui êtes dans les environs, vous subissez des conséquences nuisibles de l'exploitation de ces produits-là et vous ne voyez pas en retour les retombées. Évidemment, vous allez être révolté, vous ne vous sentez pas concerné par ce qui se passe. Et donc, je pense qu'on ne va plus être dupe. Nos dirigeants devront comprendre, ou même la population elle-même, devra comprendre que toutes les fois où les colons d'hier proclament les vertus d'un dirigeant, il faut s'en méfier. Rappelez-vous un peu ce qui a été dit concernant Bazoum lorsque Bazoum a été renversé. Le Mohamed Bazoum, l'ancien président. Bazoum, je veux dire. Alors, la France nous a dit que c'était le président démocratiquement élu qui travaille pour son peuple, qui fait les meilleures réformes possibles et qu'il était vraiment l'homme idéal, etc. Mais qui était en train de lancer le Niger sur la voie de développement. Exactement, du développement. Développement factice, développement théorique. Et on a dit que non, mais les militaires, ils n'ont pas les compétences nécessaires. Voilà qu'au bout d'un an, c'est celui-là qui est censé ne pas être calibré pour être un bon leader qui finit par donner des résultats impactant la vie et le devenir même de la société. Oui, mais n'allons pas trop vite en besogne, parce que quand on prend les soins de santé, oui, cela s'entend, une réduction de 50%, mais les baisses des prix du carburant, du ciment, est-ce que ça peut profiter à tous les citoyens? Mais bien sûr, mon ami, lorsqu'on baisse le coût ça rejaillit directement sur les transports. Mais c'est ça. Les transports en commun. Mais lorsque tous ces prix-là sont baissés, les soins de santé, c'est baissé, c'est que le pouvoir du citoyen s'augmente. Le panier de la ménagère s'augmente parce que vous êtes libre de vos mouvements, vous avez les moyens de bouger, d'aller à tel endroit, de tel endroit à tel endroit pour acheter telle chose. Et les prix des produits de première nécessité vont également baisser. Vous avez les moyens alors de produire sur le plan agricole, etc. Je pense que c'est une intelligence. Et les dirigeants du Sahel sont en train de développer une intelligence des situations, mais qui doit pouvoir inspirer les autres d'État. Parce que le problème, c'est l'intelligence des situations. Vous devez pouvoir faire l'état des lieux, poser le diagnostic et savoir quelles sont vos priorités. Vous êtes un pays sous-développé, on est d'accord. Mais quel est votre potentiel? Par où vous devez commencer pour pouvoir avoir le bon bout qui vous permette de dérouler une évolution progressive. Voilà ce que les dirigeants du Niger, tout comme le reste du Sahel, sont en train de nous montrer. Et c'est pour ça que nous pensons que nous avons toujours eu raison, dès les premières heures, de les soutenir à partir des choix politiques qu'ils ont opérés, du discours qu'ils tiennent vis-à-vis de leur population et des actes lucides, intelligents et vraiment pertinents qu'ils sont en train de poser. Oui, concomitamment aux décisions que nous sommes en train de commenter, il ne faut pas perdre de vue d'autres mesures qui sont en train d'être prises pour agir sur le pouvoir d'achat, notamment les prix des denrées alimentaires, puisqu'il a été décidé l'interdiction de l'exportation de céréales, excepté les autres pays du Sahel. Je voudrais parler également des mesures intervenant pour comment on va dire ça, la débaptisation de certains lieux publics au Niger à consonance colonialiste. Quelle est la portée de cette opération à côté de ce que Tiani est en train de faire sur l'économie? Moi je pense que c'est une mesure très capitale, très décisive. Vous ne pouvez pas, c'est un peu comme si vous allez aujourd'hui en France, en Europe, peut-être en Israël, vous voyez tout droit les statues de Adolf Hitler.
c'est pas concevable, c'est pas acceptable pour le citoyen européen, c'est pas acceptable pour le citoyen israélien. Mais chez nous, nous nous permettons d'avoir des statuts de dirigeants, de nos tortionnaires, des gens qui ont esclavagisé nos parents, des gens qui ont colonisé nos économies, des gens qui ont colonisé notre identité, des gens qui nous ont refusé l'humanité. Et nous les célébrons parce que c'est une forme, le fait d'avoir des statuts de nos tortionnaires, de ces gens-là, néocolonialistes, impérialistes, c'est une manière de dire aux jeunes générations, c'est une manière de dire même à nos descendants que ces gens-là, vous devrez les célébrer. Parce que c'est une forme de célébration. Vous célébrez vos bourreaux. Et il n'y a que les Noirs qui l'ont fait sur cette planète. J'ai checké un peu partout. Je n'ai pas vu, comment on appelle, des populations dans le monde qui ont célébré leur tortionnaire. Il n'y a que chez nous. Vous allez un peu partout dans nos pays, il y a ça. Il y a par exemple au Bénin, comme je dis toujours, c'est ce pays-là, c'est l'exemple le plus parfait aujourd'hui de la néocolonialité à la tête comment on appelle, de la gouvernance d'un pays. Vous avez il y a 3 grands stades à Cotonou. Par exemple, au Bénin, vous avez un qui s'appelle, qu'on a nommé le stade général de Gaulle. De Gaulle, vous avez un autre qu'on appelle René Pleven. René Pleven était le ministre de l'économie, comment on appelle, lors de la création du franc CFA. Et donc, on a pris toute notre vie, tout notre temps à célébrer nos bourreaux. Et on a enseigné indirectement déjà, comment on appelle, à notre descendance, comme je le dis, à célébrer davantage ces bourreaux-là. Et donc, quand le général Tiani, les membres du CNSP, décident de rebaptiser ces édifices publics, de rebaptiser les rues, de rebaptiser tout au nom ou comment on appelle, à la gloire de ceux qui ont défendu le Niger, de ceux qui ont se sont donné leur sueur, leur sang. Pas seulement le Niger, parce qu'il y a Thomas Sankara qui a trouvé une place également. Bien sûr. Et c'est là même le côté panafricaniste de la chose, parce qu'il montre en réalité que nous ne sommes pas fermés sur nous. Nous apprécions les autres dans la sous-région, nos frères, comment on appelle, qui ont fait le bon combat. Sankara est la référence la plus parfaite en tout cas de la fin du XXe siècle, le début de ce XXIe siècle, de ce qu'on peut appeler, comment on appelle, la fièvre patriotique, nationaliste, souverainiste et panafricaniste. Et donc, célébrer quelqu'un comme Sankara, comment on appelle, au Niger, c'est que on dit aux jeunes Nigériens, aux jeunes Burkinabés de faire comme ça. Quand vous allez faire comme ces gens-là, quand vous allez défendre la souveraineté de votre pays, quand vous allez défendre le Niger, vous serez célébré un jour. Et je pense que c'est un message franchement très fort, très puissant en termes de conscience collective, en termes de conscience nationale. C'est très profond. C'est très profond. Lucas Baki, je veux comprendre pourquoi, plus de 60 ans après l'indépendance, des lieux publics, des avenues, des bâtiments portent encore des noms à consonance colonialiste. Non, mais c'est parce que vous avez une indépendance théorique, tout simplement. Voilà. Je crois que l'une des faiblesses majeures de nos styles actuels de gouvernance, c'est notre incapacité à célébrer des modèles inspirants. C'est ce qu'il faut comprendre. Aucune société ne peut évoluer sans des modèles inspirants. Si vous n'êtes pas capable de porter votre histoire, c'est-à-dire que ceux qui vous ont précédé ont eu à poser des actes. Et parmi eux, il y a eu des héros qui ont marqué, justement, positivement votre histoire. Et toutes les fois où vous rappelez leurs faits, leurs prouesses, tout ce qu'ils ont fait pour marquer cette histoire-là, vous êtes en train de créer des émules au sein de votre société. Voilà le mécanisme de fonctionnement, d'évolution de toutes les sociétés. Si vous comprenez cela, vous comprenez alors tout le péché grave que vous commettez lorsque vous laissez en marche, dans une marche, votre histoire, et vous allez prendre des héros des autres sociétés qui en réalité ne sont rien pour vous, sinon des bourreaux pour vous. Parce que quand on parle de De Gaulle, tout le monde sait ce que ce dernier a eu à faire contre l'Afrique et contre les intérêts des peuples d'Afrique. Vous voyez? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, si le Niger commence à baptiser des rues, des lieux publics, etc., à travers des noms des gens qui ont porté les faits historiques de l'histoire du Niger, du Sahel et de l'Afrique, c'est qu'on veut défaire tout le narratif historique qui a été construit et qui embrigade notre esprit, qui sème le doute dans l'esprit du citoyen nigérien, dans l'esprit du citoyen africain, considérant que l'intelligence doit venir d'Europe, d'Occident, que les modèles inspirants doivent venir d'ailleurs, alors que nous-mêmes, on a eu à poser des actes qui devaient être célébrés. À partir de ce moment-là, nos dirigeants devront alors comprendre que toutes les fois où ils vont nourrir l'ambition de développer leur pays, d'épanouir leur peuple et de construire une histoire
qui puisse tenir dans le temps et dans l'espace, il faut s'appuyer sur des modèles, sur des champions dans chaque domaine. D'où la nécessité pour eux, précisément, de commencer à investir dans l'humain dans chaque domaine. Vous voyez, les 5 doigts de la main ne sont pas égaux. Logiquement, un dirigeant visionnaire doit pouvoir repérer dans chaque domaine de la vie des gens qui marquent la différence. Pour non seulement les célébrer, mais investir en eux, de sorte qu'ils deviennent des héros. Des gens qui construisent notre histoire et qui tractent justement la masse vers des pôles plus positifs. Vous voyez? Donc je pense que c'est un travail psychologique d'une très haute portée qui est en train d'être fait au Niger à partir de ces noms-là qu'on commence à donner à des lieux publics, etc., etc. Toutes les fois où vous lirez un nom sur le truc, vous êtes obligé de vous demander mais c'est qui? Et donc, du coup, vous questionnez l'histoire qu'il y a autour justement de ce nom-là. Et c'est à partir de là que vous comprenez que vous pouvez être une fierté nationale si vous aussi, vous participez par votre intelligence, par votre savoir-faire, à poser des œuvres, des actes qui vont résister justement au fait de l'histoire. Donc, je pense que on ne peut pas espérer mieux que ces gens d'actes très lucides et très intelligents qui ont prospéré sous d'autres cieux et qui devraient pouvoir prospérer aussi sous nos cieux. Peut-être que c'est l'occasion de trouver à une rue de Lomé ou d'ailleurs le nom d'Emmanuel Cheyi Adebayor. Ah ben oui. L'occasion fait le larron, c'est aujourd'hui son jubilé. Wato Ere Hunibo. Quel message pouvez-vous avoir pour celui-là, pour clôturer cette première partie? C'est une parenthèse que nous ouvrons parce que tout à l'heure il va jouer son dernier match au stade de Kégué avec des légendes qui sont arrivées ici à Lomé. Samuel Eto'o, Nwanko Kanou, JJ Okocha, du côté du Sénégal. Salomon Kalou, non pas Salomon, Alessandre Song. Ouais, Chedjou, Aurélien Chedjou est arrivé également. Tony Silva, le gardien sénégalais. Ils sont nombreux là, Diouf. Une pléthore de célébrités. Un petit mot à Emmanuel Adebayor. Adebayor a été une grosse célébrité africaine. Je pense qu'il a été 3 fois ballon d'or africain. Une fois. Ouais, je crois. Je sais pas trop. Ouais, je pense. Ce qui est sûr, il a été ballon d'or africain, c'est pas donné à tout le monde. Je pense qu'il a fait son temps, il a marqué le football africain. Moi, j'étais amateur de football, passionné de football. On était tellement fiers de le voir, par exemple à Arsenal, de faire des envolées les plus spectaculaires pour marquer de très bons buts, de très jolis buts. Franchement, il a été, moi, à mon sens, un très grand joueur, un joueur de. Franchement, il était un très bon joueur, un neuf de qualité, un neuf qui sait contrôler le jeu, qui sait quand on lui donne la balle quand son équipe est sous pression. Une grande intelligence dans le jeu. Une grande intelligence, franchement. Il a été un neuf, l'un des grands meilleurs avant-centre de l'histoire du football africain. Bonne fête à lui donc. Le Kabaki, on sait que vous n'êtes pas très grand footballeur. Mais j'aime bien les prouesses. Je pense qu'en cela, Adebayor, sur le plan footballistique, a été une fierté nationale. Une gloire pour le Togo, une gloire pour l'Afrique. Je pense qu'aujourd'hui, quand vous allez à Azerbaïdjan, si vous parlez du Togo, on ne connaît pas parler d'Adebayor. Sûrement tout le monde connaît. Qui va le connaître. Voilà ce que nous cherchons. Oui, dans chaque domaine, pas que dans le football. Dans le qu'il puisse avoir des champions, comme des Dangote par exemple sur le plan de l'économie au Niger. Comme des Luc Kabaki en journalisme. Pourquoi pas? On va marquer une pause pour des opératifs commerciaux. À tout de suite pour la seconde partie de l'Union de Forum.